Madame, Monsieur, bonjour et bonjour à Alain Besançon. Bonjour madame. Qui nous a rejoint dans notre studio. Alain Besançon, vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques et dans votre carrière, vous avez beaucoup enseigné aux États-Unis. J'ai envie de vous poser tout de suite la question d'emblée. Où étiez-vous en mai 68 ? Au début de mai 68, j'étais à Rochester. Rochester, j'y étais professeur et je regardais en page 14 du New York Times ce qui se passait en France, ce qui tenait en un quart de colonne. Et pourtant, on sentait que c'était très grave ce qui se passait. Vous aviez l'impression que c'était grave. Oui, tout de même. c'était très grave à travers cette fenêtre minuscule parce que quand on est aux États-Unis, colonne. oui, quand on est aux États-Unis, l'extérieur ne compte pas. C'est un trou noir et qui contient sa lumière. Et à cette époque-là, en tout cas, il n'y avait pas le mail, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Bien. Alors, j'ai pris mes billets d'avion pour revenir. D'ailleurs, j'avais fini mon enseignement à Rochester. Et dès le quai, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de grave parce que sur le quai, c'est-à-dire sur la salle d'attente de l'aéroport, j'ai rencontré Braudel. Et Braudel, c'est un monsieur qui était un mandarin extraordinairement, bien sûr, oui. Comment dirais-je, impérieux, hautain. On ne l'approchait qu'avec 3 prosternations. Or, et ça, c'est un effet à distance de mai 68. Cette hiérarchie avait disparu complètement. Et nous nous sommes parlé normalement. Moi, j'étais un jeune homme de 35 ans et lui en avait, je ne sais pas, 32 plus, n'est-ce pas ? Alors, je suis arrivé non pas à Paris, mais à Bruxelles, parce que les transports étaient en grève en France. Et j'ai traversé en autocar la France couverte de drapeaux rouges et de drapeaux noirs, pour trouver un Paris en ébullition, dont le signe révolutionnaire le plus visible était les amoncellements de poubelles. Oui, ça évidemment. Oui. Alors, dès le lendemain, j'ai été à l'école des hautes études, qui était mon endroit, à l'école des hautes études en sciences sociales, qui était en révolution. C'était en assemblée permanente. Et venant d'Amérique, j'avais l'impression d'un délire systématisé. Vous ne compreniez pas les causes de cette révolution ? J'étais un homme dont la spécialité était à cette époque-là la Russie et le communisme. Par conséquent, le monde révolutionnaire, la langue marxiste, la langue marxiste-léniniste, etc., pour moi, ça avait des significations très précises. Et alors, c'était ça que je regardais, n'est-ce pas ? Mais c'était non pas les jeunesses gauchistes, mais les gros bataillons de la CGT et du Parti communiste qui étaient... qui avaient avec la faucille et le marteau. Qui avaient le pouvoir, enfin, disons, dans la rue, enfin, de façon très massive, qui avaient l'organisation, etc. Et tout ceci m'inquiétait beaucoup. Mais au fond, il y avait une sorte de pacte entre Brejnev, qui avait envie que De Gaulle reste au pouvoir parce que De Gaulle avait une politique étrangère qui lui convenait, et De Gaulle qui était parti à ce pacte. Et au fond, tout tenait à la solidité de cet accord tacite. Quand on est arrivé au 28 mai, dans ce délire très profond de toutes les institutions universitaires, moi, ce qui m'impressionnait le plus, c'était la démission des adultes. La démission des adultes qui tremblaient devant leurs enfants, qui tremblaient devant leurs épouses, quelquefois, montaient sur les barricades, qui tremblaient devant leurs employés, devant tout le monde. Et les employés eux-mêmes, des cadres, j'entends, ils étaient à faire des sit-ins sur les pelouses des parcs publics ou des jardins de l'entreprise. Enfin, il n'y avait pas de voix qui s'élevait contre il y en avait vraiment extrêmement peu. Là, les médias, le peu de médias, c'était les radios. Jetaient de l'huile sur le feu et présentaient les ridicules barricades du quartier latin comme je ne sais pas, comme les Thermopyles. Hein. Oui, ou comme la Commune. Enfin, la commune mythique, hein, parce que c'était un épisode assez sinistre, la Commune. C'était pas une chose dont on était fier. Il n'y avait pas de culte de la Commune à cette époque-là. C'est depuis qu'il y a eu le culte de la Commune. Mais à cette époque-là, il n'existait pas. Non, c'était le langage du communisme. Le langage du communisme qui, bien entendu, couvrait autre chose. Parce qu'il y avait effectivement une poussée... ce qu'on appelait la libération des mœurs, qui était une chose effectivement réelle, et disons de la démocratie sortant hors de son lit politique pour se répandre dans toutes les couches de la société,
dans l'hôpital, dans l'école, dans l'église, dans le couple, entre parents et enfants. Enfin, vous aviez une démocratisation générale, et c'est en quoi d'ailleurs 68 est à mon avis un événement vraiment très grave, parce qu'il reprend 89 ou 92 au point où ça s'était arrêté, au point où Napoléon l'avait arrêté, n'est-ce pas, avec le Code civil. Et puis, aux alentours du 20 mai, vous avez De Gaulle qui a eu du 28 mai ou 29 mai, alors qu'il y avait eu un titre qui m'avait fait très peur m'avait beaucoup inquiété dans l'humanité, vers un gouvernement populaire. Alors là, c'est un mot codé. C'est un mot codé, ça signifie que le Parti communiste allait prendre en main les opérations. Puis finalement, il ne les a pas prises quand De Gaulle a appelé aux élections, sur la très juste indication de Pompidou. De Gaulle voulait faire un référendum, ça n'aura pas été une bonne idée. Mais faire les élections, tout de suite, les Français ont compris. Et le soufflet est retombé pratiquement en 48 heures. Oui. En 48 heures, il y a eu quelques accès de fièvre, quelques journées nationales pour un brave type qui était tombé dans l'eau, qui avait été descendu par un vigile de chez Renault, etc. Et alors d'un seul coup, ça reflambait. Mais en fait, le feu n'avait plus d'aliments et s'éteignait. Les gens retrouvaient leur essence, repartaient en vacances pour le week-end, je ne sais pas c'était lequel, d'ailleurs, Pentecôte ou je ne sais pas. Oui, ça devait être la Pentecôte, oui, en effet. Pentecôte, etc. Et tout a terminé à l'instant. Les élections ont donné une majorité de droite énorme, et ça a été fini pour un moment. Alors, contrairement à ce que j'en pensais, le mouvement a continué, mais pas du tout dans le sens du communisme proprement dit. C'est-à-dire qu'on avait évité une crise grave comme celle qui avait lieu au Portugal, qui a eu lieu au Portugal à peu près à la même époque, mais a continué dans le sens de cette démocratisation généralisée, et nous y sommes toujours. Et vous trouvez que c'est une bonne chose dans l'ensemble? Écoutez, là, on ne peut pas juger, parce que c'est un mouvement tellement énorme que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le mouvement de 68, avec de hauts et des bas, continue toujours. Vous ne sentez pas plutôt un redressement ou vers un peu moins de démocratisation, non? Non, absolument pas. Toute la France est dans cette ligne de pensée, ça a quelques très rares exceptions près, ou disons des courants un peu marginaux et marginalisés comme le FLN. Mais quand même, la droite et la gauche pensent pareil. Enfin, la fin des discriminations, l'égalité. Non, ça c'est un mouvement très très profond qui n'est pas né en France. Alors là, si je dois dire quelque chose, c'est que 68 n'est pas né en France. J'étais aux États-Unis en janvier 65 et sur Telegraph Avenue, devant Berkeley, devant l'université de Berkeley, il y avait un petit groupe d'étudiants bien gentils, bien sages, mais juste à l'écart et qui contestaient. C'était un sit-in contestataire d'une vingtaine d'étudiants. Et là, mon maître et ami, Martin Melia, qui était professeur dans cette université, avec vraiment une intuition géniale, m'a dit, mais écoute, tu vois, ce qui commence là va se répandre dans le monde entier. Nous étions en janvier... À cause des arguments de la contestation? À cause de la nature de ce mouvement. Et il commence à me détailler très minutieusement tout ce qui s'était passé dans l'université de Berkeley depuis un mois ou deux. C'était donc janvier 65. En 66 et 67, l'Église canadienne s'est tout simplement volatilisée. Oui. Elle avait un poids hyper Il y avait un hypercléricalisme. Ce cléricalisme s'est évaporé en un instant. Les curés qui étaient en âge ont épousé les bonnes sœurs qui étaient en âge. Et en un an, il n'y a plus d'église. Et seulement l'année suivante, alors la chose a explosé à Paris. Paris, évidemment, avec son côté... comment dirais-je, de donneur de mode, a donné le ton au mouvement. Mais elle a donné un ton tout à fait biaisé. Elle a donné ce ton marxiste-léniniste qui n'était pas le fond du mouvement, qui était un mouvement beaucoup plus large et beaucoup plus profond que cela. Parce que le marxisme-léninisme, c'était déjà pas plus pour à la libération des mœurs. C'était déjà pas à la mode. Et ça sortait de la mode déjà, ça sortait de la mode. Mais ce qui se passait en Amérique, ce qui s'est passé au Canada était beaucoup plus significatif. Et peut-être faut-il remonter d'ailleurs, à mon avis,
jusqu'au début de 64, c'est-à-dire à la sortie du Concile de Vatican II. Et là où vous avez eu une espèce d'explosion dans l'Église, enfin de décomposition du catholicisme, qui à mon avis est aussi une des racines de ce vaste mouvement. Alors ce vaste mouvement ne se réduit pas à ces ridicules barricades, à ces ridicules héroïsmes qui n'a pas fait un mort grâce au... Ni même aux grèves industrielles, parce qu'il y avait... les grèves industrielles, ils ont simplement gagné, ils ont simplement gagné des salaires, ça a fait un peu d'inflation, et puis c'est tout. Hein, c'est pas ça qui a été important. Ce qui a été important, c'est ce que je viens de dire, et qui dépasse beaucoup c'est ce folklore parisien qu'on exalte aujourd'hui en termes tout à fait ridicules. Ça vous énerve un peu? Écoutez, quand ils disent j'ai fait 68, comme on dit j'ai fait les Éparges ou j'ai fait Verdun, c'est quand même pas pareil. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a quand même un sens des proportions. Il faut relativiser. Il y a un sens des proportions. Mais tout de même, cet ébranlement de racines... Ah oui, alors là, c'est très important. Très important. Oui, je crois que c'est très important. Je crois qu'effectivement, le XXe siècle a été fertile en utopie révolutionnaire. Il y en a eu deux, le communisme et le nazisme, qui n'ont pas laissé de traces, finalement. Ça a été une parenthèse sinistre, mais le communisme a laissé un champ de ruines, un point, c'est tout. Tandis que 68, c'est vraiment la reprise du mouvement de 89, mais sur une base beaucoup plus large. Le mouvement de 89-92, c'est un mouvement de démocratie politique, et là, c'est un mouvement de démocratie très généralisé. Et il est en cours. Pour vous, ce n'est pas fini. Ah non, ce n'est pas fini. Napoléon disait la révolution est finie. Ben non, elle n'était pas finie, la révolution, et elle continue. Et nous ne savons pas où elle nous mènera. Et là, je ne le juge pas parce que ce sont des mouvements trop importants pour les approuver ou pour les condamner. Il faut les voir et tâcher de les comprendre. Et vous êtes toujours passionné, en tant qu'observateur de la société, de regarder ces mouvements profonds. Oui, je préférais ne pas être passionné et penser à autre chose. Mais enfin, comme il se déroule quand même sous nos yeux, nous en voyons tous les effets, dans le couple, dans les familles, dans l'école, dans l'hôpital, partout. Et ça continue. Ça fait tout de même un certain temps maintenant que c'est commencé. Alors, oui, écoutez, on voit des couches de plus en plus larges englobées dans ce mouvement, y compris les animaux maintenant. On parle du droit des animaux comme il y a des droits de l'homme. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, la démocratie est inclusive et elle fait entrer dans l'égalité, et il y a en même temps un phénomène religieux. Enfin, il y a une religion de l'égalité, de l'indifférencié même, qui continue de se répandre. À la fois, c'était un feu de bois et à la fois, il y a effectivement ce rayonnement profond. Oui. Et encore une fois, n'est-ce pas, ce qui s'est passé à Paris n'est pas du tout représentatif ni essentiel par rapport à ce mouvement mondial qui a traversé le rideau de fer, qui était quand même très épais. Mais souvenez-vous qu'à Prague, alors pourtant on ne passait pas, à Varsovie, les échos de ce mouvement qu'on appelle 68 arts, enfin, je dirais plutôt 65 arts, parce que ça commence vraiment en Amérique. C'est l'Amérique qui donne le ton. Bien oui, toujours. Toujours. En tout cas, dans l'époque récente, c'est l'Amérique qui donne le ton. Eh bien, à continuer à rayonner, à traverser, à changer un peu les comportements. Peut-être en bien, en effet, mais on n'est pas là pour en juger. Mais c'est vrai que... Nous n'en savons rien. Enfin, c'est trop gros. En tout cas, Alain Besançon, merci. Votre regard était très intéressant pour nous. On a compris que vous n'étiez pas vraiment 68 arts. Pas tellement, voilà. Merci, j'espère qu'on vous retrouvera une autre fois. Je rappelle qu'on peut trouver des émissions sur Canal Académie avec vous, et notamment sur votre livre « L'Émile et les menteurs », un roman qu'il ne faut pas manquer, qui vient de paraître aux éditions de